Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous intitulé Le Web au service des acheteurs et des services communication. Je vous rappelle le thème de cette série d'émissions, le rendez-vous des acheteurs. Donc nous allons nous adresser aux acheteurs de communication, aux acheteurs d'imprimés, mais aussi à tous les imprimeurs qui voudraient s'inspirer, ouvrir des partenariats. Alors autour de cette table, j'ai réuni le magasin du print, www.lemagasinduprint.com, Comelink, je présenterai chacun individuellement tout à l'heure, l'imprimerie Dridé et un nouveau venu dans le monde de l'hyper-personnalisation, Loredan Consulting. Le point commun entre ces entreprises, c'est la création de nouveaux rapports entre acheteurs d'imprimés et prestataires, donc entre acheteurs d'imprimés et imprimeurs. Donc, nous avons, je refais la présentation, Nicolas Godet, qui est directeur général de lemagasinduprint.com, Raphaël Rimoc, qui est consultant associé de Loredan Consulting, Gilles Aubin, qui est le PDG de l'imprimerie Dridé, et Yvan Terret, qui est DSI de Comelink. Nous allons commencer par Raphaël. Raphaël, nous connaissons depuis plusieurs années maintenant, après un parcours brillant à la direction d'entreprises multinationales. Vous avez développé une activité d'expertise autour du marketing relationnel et de l'hyper-personnalisation du média imprimé ou hyper-personnalisation du print. Dites-nous en plus. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc parcours brillant, n'exagérons rien, mais c'est vrai qu'au cours de mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de cumuler quelques connaissances sur le marché de l'impression et particulièrement sur l'impression numérique à travers donc les entreprises que j'ai parcourues qui sont Xerox, Heidelberg, Kodak, etc. Donc, je suis aujourd'hui sur le marché du marketing relationnel, du mixte entre le marketing digital et le papier. Et il me semble que l'on voit un petit peu les mêmes phénomènes que l'on voyait il y a quelques années sur les premières machines d'impression numérique que Indigo a lancé, que Xerox a lancé. On a la même réticence au changement, les mêmes obstacles au changement pour passer de la personnalisation simple à l'hyper-personnalisation du print, à la personnalisation de l'offre. Et donc, effectivement, on a mis 10 ans peut-être à avoir enfin le marché du court tirage couvert par l'impression numérique, avec les sempiternelles objections, c'est trop cher, la qualité n'est pas là, ça ne produit pas assez vite, etc., etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité des imprimeurs ont une imprimante numérique qui peut assurer les courts tirages. Ou une presse numérique. Ou une presse numérique, plus exactement. Ouais. Donc, vous allez nous parler de... Vous avez fait une étude, je crois, pour un grand constructeur sur les marchés de l'hyperpersonnalisation, parce que sur le marché actuellement, vous avez des acteurs comme HP, par exemple, Kodak et d'autres, qui développent des presses numériques à très haut volume et qui sont capables de produire aussi vite qu'une machine offset 8 couleurs avec un contenu variable. Mais le seul point, c'est qu'on n'a pas de données à imprimer, c'est ça ou... Alors, voilà, c'est ce que j'ai observé depuis des dizaines d'années, on va dire presque. On parle de personnalisation de documents. Bon, effectivement, ce monde-là a un petit peu bougé, beaucoup bougé. Les donneurs d'ordre ont commencé à voir ce que pouvaient leur apporter ces technologies. À la dernière Drupa, c'était un certain déclic. Bon, vous avez tous observé que cette dernière Drupa était centrée autour de la technologie jet d'encre. Quasi 100% des exposants, des fabricants de machines montraient des technologies jet d'encre. Bon, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet puisque l'impression numérique et les données variables étaient, ces 3-4 dernières années, j'ai travaillé dans le marketing digital et dans le marketing relationnel et les marketeurs ont investi énormément dans des outils de data mart marketing, d'outils de gestion de campagne, d'outils de data mining et tout un système pour essayer d'avoir un marketing digital performant
un maximum d'outils donc, pour avoir des données sur les clients. Donc c'est ce qu'on appelle les outils de marketing relationnel, c'est cela? Oui, c'est plutôt des outils, oui, des outils de marketing relationnel, de marketing conversationnel. Hein, c'est un mot qui est très à la mode, qui ne reste qu'un mot pour beaucoup d'entreprises. Et c'est de sujets, donc c'est cette plateforme web dont je vais vous parler aujourd'hui, qui permettra d'apporter une solution aux donneurs d'ordre pour pouvoir avoir un canal print presque aussi fluide qu'un canal email ou un canal digital. Hein. C'est le sujet de mon intervention. Donc, pour HP, j'ai effectué une étude en interrogeant des donneurs d'ordre, c'est ça? Des donneurs d'ordre dans la VPC, dans la grande distrib, dans l'industrie et même des pure players, d'accord, pour savoir comment et comment ils pouvaient intégrer le print dans leur stratégie cross-canal. D'accord ? C'est-à-dire, c'est pourquoi ils ne l'intégraient pas ou comment ils pouvaient l'intégrer? Alors, d'abord, c'est une très bonne question, effectivement, puisque qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Le print reste en général dans les services communication des entreprises et le marketing digital, qui est en plein boom, qui a des nouveautés technologiques tous les 2 jours, d'accord, donc, et plutôt dans le marketing, d'accord, autour d'une direction marketing digital. Et donc, effectivement, ces gens-là sont très moteurs, investissent et se permettent, donc, et c'est là la clé de ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Avec les outils dont je vous ai parlé, j'ai un petit schéma, si vous voulez, on peut passer quelques secondes dessus. Ces outils-là permettent de personnaliser l'offre selon le profil de l'utilisateur, selon les appétences, les habitudes d'achat, son profil socio-professionnel, etc. En fait, votre outil, avant que vous nous présentiez ce magnifique schéma, son utilité, c'est de créer des ponts entre les marketeurs du monde purement digital et les imprimeurs, en quelque sorte. Les imprimeurs équipés d'impression numérique. Voilà. En fait, donc l'objet de l'étude pour HP, c'était de répondre à cette question. Pourquoi donc aujourd'hui, le marketing relationnel imprimé, d'accord, qui est en général imprimé sur des rotatives et ensuite ou repiqué ou sur du laser ou avec des têtes de personnalisation, est capable de personnaliser un tout petit peu l'adresse, le nom, le montant d'un chèque cadeau, etc., etc. Et là, il s'agit de personnaliser l'offre et d'intégrer ça dans des scénarios cross-canal. Je vous donne un exemple. Vous êtes allé chez Ikea, vous avez acheté un lit, vous recevez un email pour des draps, des housses de couette, des coussins. Ah, c'est un beau hasard parce que c'est justement de ça dont vous avez besoin puisque vous venez d'acheter un lit. Hein. Et donc, vous avez également donc, des multitudes de scénarios de marketing relationnel qui peuvent être des welcome packs, des scénarios de upselling, cross-selling, dans lesquels on va intégrer du print. Mais la clé, c'est l'automatisme. Sinon, c'est impossible à gérer. On continue à gérer comme on le fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on exporte un fichier de notre magnifique base de données, on fait 3, 4, 5 sous-segments, et on envoie ça en rotative. Et donc, quelle est votre solution, Raphaël? La solution, et donc le problème est effectivement, quand on sait que la relation client est au cœur des préoccupations de beaucoup d'entreprises, la solution, c'est la maîtrise des données, la capacité de segmenter, de profiler, de cibler, et de pouvoir avoir un outil de gestion de campagne qui automatise l'ensemble de ces processus. Je vous montre ce petit schéma. Alors, un peu plus haut peut-être. On va régler ça. Vous voulez que je le prenne? Alors, est-ce que oui, si la technique ne suit pas, c'est pas dramatique. Hein, je pourrais. On voit quelque chose? Oui. Bon. C'est très lisible. Donc ici, vous avez, en synthétique, hein, vous avez les deux systèmes d'information clés d'une entreprise. Ça veut dire un ERP, bon, tout ce qui va assurer la gestion de l'entreprise, et un CRM, tout ce qui va gérer les relations avec donc toutes les données relatives à la connaissance client. Hein, d'accord. Donc l'idée, c'est bien sûr d'avoir
un logiciel de data mining qui va nous aider à avoir des milliers, des dizaines de statistiques exploitables, des données extraites de l'ensemble de ces systèmes pour déterminer des profils des segments et alimenter, avec un moteur d'offres. Un moteur d'offres, ce qui veut dire qu'en fonction de l'analyse et des données que l'on aura rentrées dans le système de gestion de campagne, générer automatiquement, en fonction d'un contact, l'offre adéquate. Et cette offre, non pas sur email, mais sous forme imprimable. Alors, sur email, c'est relativement simple, entre guillemets, dès l'instant on a la maîtrise de tout ça, et je vous assure que les marketeurs investissent des montagnes d'argent là-dedans parce que c'est compliqué. Ça se fait. Mais ça se fait, mais sur le print, ça ne se fait pas. Cdiscount m'envoie des dizaines d'emails auxquels je ne réponds pas, que je passe à la poubelle, mais je n'ai pas reçu de print de Cdiscount encore. Non. Alors, quels sont les obstacles? Pourquoi ils ne le font pas? Alors, dans l'esprit des gens, donc ça va bien sûr dépendre de la typologie des clients, d'accord? Mais bon, grosso modo, le coût de l'impression numérique pour ce genre de job, c'est vraiment hors de considération, trop cher. La technologie jet d'encre, notamment, c'est Rotative HP, qui travaille déjà sur des applications. Ou d'autres marques, pardon, excusez-moi. Il y a OC, il y a qui en fait encore pas mal d'autres gens. Permettent aujourd'hui d'avoir des coûts compétitifs, d'accord, avec une vitesse de production suffisante et une qualité suffisante, d'accord. On va recevoir, rassurez-vous, de la part de nos imprimeurs investisseurs, toutes ces objections trop chères, pas assez rapides et pas assez qualitatifs, mais à mon sens, le donneur d'ordre, pour lui, ça sera suffisant, surtout qu'il travaille sur la rotative où le niveau de qualité est inférieur à l'offset, hein, d'accord. Bon, mais l'élément clé également, c'est la fluidité du process. Avec le papier, vous avez forcément une rupture, ce que vous n'avez pas avec les médias numériques. Vous avez des automatismes qui sont faits de manière, par exemple, quand vous allez sur le site de la FNAC et que vous êtes un abonné de la FNAC, vous rentrez votre contact et vous avez une page personnalisée qui s'affiche. Absolument. Et ça, sur du papier, on aimerait bien en avoir un petit soupçon. D'accord. Et puis le papier, c'est l'exécution complexe, c'est également des obstacles liés à la tradition du print. Donc la solution consiste à mettre un canal print à la sortie d'un outil de gestion de campagne comme Neolan, donc basé bien sûr sur une plateforme web, qui permettra de programmer des opérations en continu et non pas one shot. J'extrais un fichier, je fais une créa et j'envoie et je fais des allers-retours avec mon imprimeur. De personnaliser l'offre, c'est bien ce dont on parle, selon le profil, selon l'appétence, les habitudes d'achat, etc. Inclure le print dans les dispositifs relationnels, ça veut dire que seront déclenchés des prints automatiquement en fonction de données comportementales, de retours que l'on aura collectés par tous les autres moyens. Donc ce sera aussi l'accès à un workflow collaboratif pour le print. On sait que le print, il y a le papier, il y a les grammages, il y a la colorimétrie, on connaît tout ça. Il s'agit de collecter les données retours, toutes les données retours que l'on peut avoir avec le print, donc elles sont moins nombreuses que le digital, mais elles existent. Et puis, voilà, une sorte de hub, une plateforme qui permet d'adresser le job au prestataire adéquat, c'est-à-dire que je reste indépendant par rapport à mon imprimeur. J'ai encore le choix de mon imprimeur. D'accord ? Donc, Raphaël, merci infiniment. Pour synthétiser, vous offrez une solution et une plateforme qui permet de faire le lien entre les marketeurs et les imprimeurs dans le cadre de communication imprimée hyper personnalisée. Tout à fait. Et votre rôle est un rôle, comme on a vu tout à l'heure dans le précédent débat, de facilitateur, voilà, de liaison. Voilà, donc moi, j'ai donc la capacité d'offrir aux donneurs d'ordre de les accompagner à mettre en place une solution de canal print, d'accord, ou d'accompagner, d'offrir mes services aux imprimeurs pour construire une offre capable de recevoir ces données. Pour être compris par les marketeurs. Pour être compris par les marketeurs. Comme dirait M. Greenspan de la Fed, si vous avez tout compris, c'est que je me suis mal exprimé, mais Raphaël, moi j'ai tout compris, donc c'était... Écoutez, j'espère, je ne suis pas un professionnel de cet exercice. Et rendez-vous à très bientôt. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Et on va pouvoir intervenir dans la suite. Alors maintenant, on change totalement, mais alors totalement de sujet en restant dans le domaine du web et dans le domaine du print, avec Nicolas Godet, directeur du magasin du print, www.magasinduprint.com. C'est l'exemple de site web, et je pèse mes mots, le plus
complet et le plus compétitif du marché en B2C. Vous allez nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le magasin duprint.com, vous proposez une multitude de produits extrêmement variés, de très haute qualité, à des coûts très compétitifs. Pouvez-vous nous démontrer comment, via le web, on peut acheter bien plus que des cartes de visite? Quand on parle habituellement de Web2Print, l'association qui est faite souvent est cartes de visite. Alors au magasin du print, ne faites-vous que des cartes de visite? Et sinon, quoi? Alors bonjour. Effectivement, on ne fait pas que des cartes de visite. Il y en a qui le font très très bien, des sites britanniques en l'occurrence. Nous, la démarche au magasin du print, ça a d'abord été de s'associer, de trouver un partenaire très efficace, mais un partenaire industriel. C'était l'objectif primordial. C'est plutôt que d'abord créer un site et après essayer de trouver les moyens de produire. C'est d'abord de trouver un partenaire industriel conséquent en région parisienne. En l'occurrence, c'était l'imprimerie Dridé. Et à partir de ce flux et de cet atelier de production industrielle, de pouvoir construire notre offre autour. Du coup, c'était un constat de notre part, c'était de voir qu'en France, les sites Web2Print industriels, il n'y en avait quasiment pas. Alors bien sûr, il y a des gens très connus comme Exaprint qui se destinent à une clientèle très, très définie. Nous, on veut ouvrir un peu plus le champ de la typologie de clients en fait, en s'étendant à la fois aux professionnels du métier, mais également les PME, les TPE. Voilà, oui, vous vendez en direct en fait, on paie avec sa carte alors, bleue. En fait. C'est pour ça que c'est un site B2C. B2C, de notre côté, ça veut dire on ne connaît pas le client final. Ce client, il peut être n'importe qui. Ça peut être un particulier, mais des professionnels des industries graphiques et également des professionnels qui ont besoin de communiquer sur différents types de produits. Donc, quant à la question quel type de produit on fait, tout ce qui est commercial printing, donc tout ce qui est produit destiné au marketing et à la publicité, en plus bien sûr des produits traditionnels de Web2Print comme la carte de visite et la tête de lettre. Mais du coup, ça ressemble effectivement à des brochures. Est-ce qu'on peut les montrer à la caméra? Je vais les montrer à la caméra. Des brochures, des catalogues. Des catalogues. Et tout ça, donc, ce sont des produits qui sont commandés en ligne, en Web2Print. Donc ça nécessite bien sûr que la personne qui télécharge ces fichiers soit malgré tout suffisamment compétente pour créer ce type de fichier. Et là, on voit, j'ai un document de 24 pages, un format à l'italienne, donc et le tirage sont des tirages type de l'impression numérique de 1 à 500 exemplaires, ou vous allez beaucoup plus loin? Alors, on peut faire des courts tirages. Cela dit, on reste très performant et très compétitif, surtout sur les forts tirages. Étant donné justement notre partenariat avec un imprimeur industriel, tout est imprimé en offset. Et par conséquent, on peut aller sur des tirages de 50 à 80 000 exemplaires sur ce type de produit. Donc en tant qu'imprimeur de site d'impression en ligne, vous vendez des catalogues de 24 pages en ligne sans jamais n'avoir vu le client Exactement, ça nous ferait plaisir de les voir un jour, mais en l'occurrence, on ne voit pas les clients. Ils nous appellent parfois, on a une hotline qui est disponible. Également le chat en ligne qui résout énormément de problèmes très 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 rapidement, c'est un superbe outil. Les gens parfois ont peur de décrocher leur téléphone, parfois ne sont pas assez pointus techniquement pour oser poser les questions, et à travers le chat, les 3/4 des problèmes sont réglés très très rapidement. Les clients ont leur solution technique tout de suite. J'ai vu sur votre site, vous imprimiez systématiquement que le vernis acrylique était offert, c'est bien cela? Alors effectivement, le vernis acrylique est offert et on s'attache à ce qu'il soit systématique pour plusieurs points. Tout d'abord, pour les problèmes de délai. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais le magasin du print est capable de livrer ce type de produit
C'est-à-dire une brochure de 24 pages comme ça. à l'italienne, en quel tirage Jusqu'à 5000 exemplaires, oui. 5000 exemplaires, celle-ci. Ouais, dans la journée. C'est-à-dire vous commandez le matin avant 9 h et on vous livre par coursier en région parisienne avant 19 h. Voilà. Et ça, jusqu'à quel tirage? 5000 5000, ouais. ça, Pour ce type de produit, oui. Après, sur des flyers, on peut monter, bien sûr, le tirage. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser un vernis acrylique pour accélérer le séchage, pour pouvoir façonner beaucoup plus rapidement et pour pouvoir répondre donc aux besoins de nos clients. Et en plus de ça, ça donne un produit beaucoup plus qualitatif qui se tient beaucoup mieux. Et quel niveau, j'allais vous poser la question, le niveau de qualité que vous garantissez, vous avez derrière tous les niveaux de contrôle qualitatif, Alors effectivement, contrôle de fichiers, etc. Oui, alors si on parle du site industriel, effectivement, le site, lui, est donc premier niveau de qualité, on l'a dit, c'est le vernis. Le deuxième, ça va être le respect de la norme ISO au niveau colorimétrique, ce qui fait que dès la réception du fichier jusqu'à l'impression de vos documents, le respect de la norme ISO est appliqué. D'autre part, on est aussi certifié PEFC et imprime vert. Et voilà, ce qui donne bien sûr le côté écologique que toutes les sociétés aujourd'hui demandent. Donc vous êtes un imprimeur en ligne, mais un imprimeur qui a la qualité d'un imprimeur non en ligne. Voilà, en fait, encore une fois, l'objectif, c'était de trouver un imprimeur qui s'adresse vraiment aux professionnels, qui soit professionnel lui-même, et de le transposer au Web2Print. Et toute notre démarche va dans ce sens-là. C'est qu'on a vraiment pour objectif de donner de la qualité, d'avoir un service de qualité, des délais rapides, et tout ça garanti grâce à un site qui est performant. Quand avez-vous commencé? Alors le site est en ligne depuis un peu moins d'1 an. Par contre, la réflexion et la démarche, elle a commencé il y a à peu près 3 ans, parce qu'il a fallu également, le Web2Print, ça va bien au-delà juste d'un portail, surtout quand on a une approche comme la nôtre, et on remet en cause tout un flux de production. Donc ça passe par l'achat de certaines machines, certaines presses imprimées, mais également de l'automatisation de tous les flux. Parce que on fait non seulement de la qualité, mais on est également attractif sur les prix. Et pour cela, il faut bien sûr avoir des flux tout automatisés, le plus possible en tout cas. Et comme beaucoup d'autres de sites de ce genre-là, l'humain n'intervient généralement qu'à la fin de la chaîne. Donc, en fait, votre formation initiale, c'est ingénieur informatique et vous la mettez au service de la gestion de flux amont, c'est-à-dire de flux en provenance des clients via le portail et de flux de production en aval. C'est ça. Exactement, c'est tout l'intérêt du jeu et de mon métier, en l'occurrence, c'est trouver les solutions pour aller un peu plus vite, pour gratter un petit peu à droite à gauche. Et voilà, donc... Et vos concurrents sont plutôt les sites web tout print allemands Alors effectivement, les concurrents... même pas, de toute façon, vos modèles c'est les Allemands en l'occurrence, qui sont les seuls imprimeurs industriels web2print, un petit peu en Italie avec Luxart aussi. Il y a beaucoup de concurrence, on essaye de se démarquer par la qualité et le service. Mais vous êtes le seul en France? En France industrielle. Vous êtes particulièrement référencé, particulièrement bien référencé, ça c'est votre maîtrise des outils du web 2.0, 3.0 qui fait ça? On essaye d'être toujours mieux. Pour vendre des produits sur Internet, on doit être présent sur Internet, essayer de faire du web marketing, on essaie de développer ça. On a besoin de compétences aussi là-dedans, donc c'est pas simple et on essaie de... Et c'est un job à plein temps? C'est un job à plein temps. C'est pas un truc qui tourne tout seul, comme une licence de logiciel que l'on achète et qui fonctionne tout seul. Nous sommes bien d'accord. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Merci beaucoup Nicolas. Vous m'avez passé l'opportunité pour enchaîner avec Yvan Terret. Yvan Terret, qui est le directeur des systèmes d'information et de la technologie, ingénieur également, informaticien également, chez Comelink. Alors Comelink, nous connaissions l'imprimerie Comeli, imprimerie industrielle fort connue et fort réputée. Mais parlez-nous et présentez-nous Comelink. Vous êtes une agence, une plateforme? Ou bien les deux à la fois, c'est ça? Oui. C'est vrai que depuis des décennies, le groupe Comeli a été un acteur
industrielle dans la production des outils de communication des entreprises, mais aussi depuis de nombreuses années était remontée dans la chaîne de valeur pour produire plus en amont les outils de communication. Et donc, oui, agences et plateformes de production, bien sûr, notre ADN, c'est avant tout la production des outils de communication des entreprises. Donc, tout naturellement, on a développé des savoir-faire dans le publishing, dans l'image, dans le digital, bien sûr, dans le packaging. Et associer une valeur créative, une forte valeur créative, ça donc aussi une agence tactique associant de la créativité et de la production. Donc c'est la fusion entre le monde industriel de la production de données et de contenu et la création, c'est ça? C'est ça. Et là, on parle de production pré-média, bien sûr. La production pré-média, donc c'est ce qu'on appelait auparavant le pré-presse. Le pré-presse et aujourd'hui le digital aussi. Voilà, la différence entre pré-presse et pré-média, j'aime bien resituer les définitions, c'est que le pré-presse s'adressait à la presse, alors que le pré-média s'adresse à l'ensemble des supports. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le sujet. On parle de cross-média ou de multimédia. Eh bien, tout à fait. Alors, sur votre site, j'ai apprécié le positionnement suivant, un credo, l'intelligence tactique. Intelligence tactique pour aider les marques et leur public à se retrouver sur ce que les rapproche le plus. À quelle technologie faites-vous allusion? Alors, c'est vrai que notre mission aujourd'hui, c'est de créer des liens. Alors, on dit c'est des liens pour nos clients, donc c'est des liens entre les marques de nos clients et leurs consommateurs. C'est des marques entre un contenu et des supports, on parlait à l'instant de multi-supports, ou alors c'est des liens aussi entre les technologies et leurs applications. Et là, elles sont diverses, puisqu'en effet, dans cette production pré-média, il y a de la technologie embarquée quand on parle de mise en page automatisée ou automatique, par exemple, ou quand on parle de responsive design, lorsqu'il s'agit d'adapter le contenu aux différents supports, ou encore de géolocalisation embarquée, ou de réalité virtuelle. Voilà les technos que nous sommes amenés aujourd'hui à Ça, ce sont manipuler. les technos que vous maîtrisez et que vous mettez au service de votre mission de votre vocation de communication et d'intelligence tactique pour vos clients. Alors, en effet, nous ne sommes pas une SS2I, ça n'a rien de péjoratif. Simplement, on n'est pas là pour faire de la techno pour la techno. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer de la valeur. Et nos clients sont attachés aux usages. Donc, on va en effet se positionner sur les usages de cette technologie. Et donc, on va associer une dimension conseil et une dimension production dans l'usage de ces technologies. Donc vous êtes le chaînon manquant entre les agences qui ne font que du conseil, les imprimeurs qui ne font que de l'impression et les SS2I qui ne font que de l'informatique en fait. Avec une valeur qui est celle de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire comme on produit également, on est capable de conseiller sur les produits, sur l'usage des technologies qu'on va ensuite mettre en œuvre. Jusqu'à la finalité. Et votre mission en tant que DSI, votre contribution? Alors, en effet, je suis moi-même DSI pour le groupe, et donc une de mes contributions, c'est aussi de rapprocher le système d'information de la production. Et ça, c'est une composante forte, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Le système d'information, que ce soit le nôtre d'ailleurs, ou que ce soit celui du client, de plus en plus, on nous demande cette proximité ou cette interconnexion entre le système d'information en amont, qui contient beaucoup de données, et notre système de production. Lorsque vous écrivez, merci, plateforme de production pré-média, en fait, moi je voulais parler d'édition collaborative, mais vous pensez que c'était un peu restrictif, donc vous préférez parler de plateforme d'édition pré-média. Alors, en effet, on produit aussi tous les outils de communication des entreprises. Donc, les outils de com, c'est du print, bien sûr, on produit du print, mais c'est la communication digitale au sens large, c'est du web, et dans le digital, c'est les tablettes, c'est les smartphones. Mais bien sûr, une des composantes importantes aujourd'hui, c'est cette édition collaborative, qui est une demande de plus en plus forte et récurrente chez nos clients. Pouvez-vous nous en parler un peu? Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et pour tout vous dire, Yvan, lorsque j'en ai parlé à des donneurs d'ordre, je me suis rendu compte que dans les entreprises, le terme même d'édition collaborative n'était pas connu, et encore moins le concept. C'est-à-dire se dire que l'on pouvait, à travers le web, concevoir un document de sa conception
jusqu'à sa production, avec tous les échanges de validation, etc. Et quel que soit le mode de publication, ça paraissait complètement étranger. Alors, dans ce vocabulaire, c'est vrai que ça touche différents besoins, parce qu'on peut parler d'édition collaborative, de publication dynamique. Les besoins sont différents. Qu'est-ce que nous demandent nos clients? Quelquefois, c'est l'ouverture du service client. Ils veulent davantage de visibilité sur la production. C'est l'avancement de leur projet. Pour d'autres, ça va être de fédérer l'information. Donc là, on revient de nouveau sur la donnée. Fédérer l'information pour pouvoir mieux l'exploiter. C'est de la traçabilité ou de la planification. Donc là encore, et ça peut être au travers des mêmes outils, où on va donner de la visibilité sur un avancement de projet, sur une planification ou un rétro-planning. Ça peut être également, c'est une composante qui revient assez souvent, c'est la gestion du multilingue. La problématique de produire une publication, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit print, dans un certain nombre de langues, avec la gestion des bases de données de traduction. Et des versions, etc. etc. Okay, voilà. Donc là, on se rend bien compte qu'autour de ces projets, très souvent, la donnée est capitale. Elle est centrale pour décliner l'ensemble de la communication. Et on doit de plus en plus remonter vers le système d'information du client. Bon, j'avais juste une petite slide que j'aurais pu montrer. C'est un schéma assez simple, mais qui permet de comprendre que très souvent en amont, nous avons le système d'information du client. Le client, la plupart du temps, ne nous a pas attendu pour mettre en place son système d'information. Donc on parle de CRM, on parle d'ERP. Mais c'est vrai, se pose la problématique derrière d'exploiter ces données pour l'ensemble de ces canaux. Quelquefois, c'est déjà fait pour la partie digitale, mais pour la partie print, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, soit on met en place ce qui peut s'appeler du MDM, du Master Data Management, c'est une consolidation de l'ensemble de ces données et le client le fait chez lui ou alors on l'aide à le faire. Mais le plus souvent, on met en place ce qu'on appelle chez nous le hub de publication, ça s'appelle ComPublish, oui. Voilà. Et là, il s'agit d'exploiter ces données, de traiter ces données, de le réorganiser quelquefois ou de lui permettre l'accès à la modification de sa donnée sans forcément impacter son système d'information en temps réel, mais par contre ensuite d'adresser l'ensemble des supports. Donc on va pouvoir adresser de la publication dynamique, automatique ou automatisée, ou encore le web, alimenter le web ou les publications digitales. Pour terminer, pouvez-vous nous donner des exemples d'applications et des exemples de clients? Alors, en effet, je vous le disais, les besoins sont assez multiples. Je pense par exemple à un de nos clients dans le domaine du voyage, où nous avons à traiter, donc c'est un catalogue de voyage, ça représente 1500 pages, c'est 120 collaborateurs qui travaillent dessus, essentiellement des tours opérateurs, et il va falloir donc fédérer au sein de cet outil-là l'ensemble de cette population qui va venir soit interagir dans les contenus, soit lui permettre de suivre l'avancement de la production des pages, et donc là avec un flux de production qui lui permet de valider en ligne, de corriger en ligne, d'approuver les pages. Dans cet exemple-là, cette base de données qui a été constituée également, qui manipule ces données, viendra alimenter le site web du client. Ce qui est par exemple pertinent dans cet exemple, c'est que grâce à la mise en place de ce genre de flux ou de centralisation des données, eh bien là où avant il y avait jusqu'à 8 tours de correction avant de mettre en place l'outil, aujourd'hui c'est 2 tours de correction ou 3 tours de correction, donc ça parle à l'annonceur. Ou alors c'était 5 personnes pour gérer son catalogue et aujourd'hui il le fait avec 3 personnes en interne pour gérer le flux. Je pense à un autre client qui est Relais Château, où là la problématique c'était à la base de consolider les données pour la publication dynamique. Du guide bien connu. C'est plus de 500 membres, donc là c'était 580 contributeurs, les membres, des traducteurs, des producteurs, et avec une manipulation des données afin de produire de façon automatisée les pages, et là encore un flux pour soumettre les pages dans le circuit. Avec cette fois-ci
la remontée vers le système d'information du client, puisque à partir de ces données, le client souhaite les réexploiter pour les remonter sur son site web, etc. Et sur donc, son système d'information. concrètement, vous avez une idée du temps que vous avez pu gagner en automatisant tous ces process pour la fabrication du catalogue papier avec mise en ligne interactive et automatique de ces données. Oui, alors justement, par exemple, j'aimerais rebondir pour répondre à cette question sur un autre exemple, c'est celui de MAPA, où là, il s'agissait au niveau worldwide de constituer l'ensemble des données produits du client, avec une problématique forte qui était la gestion des langues. Il y a plus d'une douzaine de langues dans lesquelles, dans les pays, les commerciaux ou des chefs produits vont venir gérer les données produits et produire de façon automatique, cette fois-ci, dans les pays, à travers des gabarits préétablis, des fiches techniques ou des extraits de catalogue ou des fiches marketing produit. Et là encore, on voit bien l'interconnexion entre les solutions, l'alimentation automatique, toutes les nuits, vers le site web de l'ensemble des données marketing mises en place pour la publication. Donc vous êtes à fond dans un monde digital, mais vous n'oubliez pas le print, parce que c'est vos premières amours finalement. C'est vrai, là-dessus. C'est très complémentaire, mais on voit que chaque fois, le but est d'optimiser et de réutiliser la donnée. Il ne s'agit jamais de réinventer les données, de capitaliser sur la donnée pour pouvoir adresser les différents supports. Merci beaucoup Yvan. Il nous reste un peu de temps, terminer ce tour de table en échangeant ensuite entre nous. Mais je vais donner la parole pour terminer à Gilles Aubin, le PDG de l'imprimerie Dridé, jeune PDG de l'imprimerie Dridé, qui va nous donner sa définition du Web to Print en B2B. Alors, petite introduction, c'est que moi, je vous soumets ma propre définition du Web to Print en business to business. C'est ce qu'on appelle aussi le e-procurement, la gestion des achats par le web pour les entreprises, avec une prestation qui s'adresse qu'à une clientèle d'entreprise, un accès au site réservé, etc. En préparant cette émission, avant de vous passer la parole, Gilles, j'ai eu des chefs de fabrication dans des entreprises qui m'ont dit non, mais jamais je ne commanderai des imprimés en ligne parce que le contact en face à face avec l'imprimeur, le chef de fab chez l'imprimeur, moi-même suis chef de fab, c'est pas possible. Donc, soit ils ont raté un épisode, soit peut-être ne sont-ils pas au courant de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut proposer en termes de web, conseils, plus production imprimée. Donc, automatisé chez un imprimeur. Donc, Gilles, donnez-moi, vous, votre définition du Web to Print, et puis parlez-moi des prestations que vous offrez à vos clients. Parlez-nous, pardon, des prestations que vous offrez à vos clients. Merci, Patrick. Oui, effectivement, là, vous parlez directement des chefs de fabrication, mais nous, ça fait près de 6-7 ans, puisque dans notre stratégie au quotidien, c'était d'être proche de nos clients. On a vu depuis 6-7 ans monter des demandes du marketing d'abord. Parce que les marketeurs, comme on l'a dit un petit peu en amont, voulaient pouvoir communiquer au niveau national, être dynamiques au niveau de leur force de vente. Et donc, ils nous ont demandé de trouver des solutions pour mutualiser des campagnes et trouver des solutions pour laisser toute la partie documentaire à disposition de leur réseau. Donc, au départ, il a fallu auditer, prendre connaissance de leur mode de fonctionnement. Et très rapidement, un outil web est venu rendre service ou des services pour donner des outils marketing à disposition du réseau. Alors là, il s'agit pas... Il y a 7-8 ans déjà que vous avez commencé dans on a commencé il y a près de 7-8 ans. Alors effectivement, là, on connaît le client. Donc c'est une approche qui est beaucoup plus longue puisqu'on va devoir mettre en place des solutions dédiées au client. Donc dédié à son réseau, dédié avec la relation avec la DSI de l'annonceur, dédié au niveau des produits, puisque là on va parler de catalogue produit, on va parler de documents variables, de personnalisation possible. On va donc mettre en place des outils qui demandent des développements, des adaptations pour répondre à, je dirais, une demande qui est ponctuelle, qui est en fonction de chaque annonceur. Ça, c'est le premier point. Très rapidement, on s'est rendu compte que les services achats avaient ou trouvaient une utilité parce que qui dit audit dit centralisation, mutualisation, optimisation des coûts, des stocks, maîtrise aussi de qui fait quoi au niveau français, au niveau européen,
parce qu'ils se retrouvaient avec une multitude de fournisseurs. Donc le marketing trouvait un intérêt puisqu'il gérait sa marque, gérait sa charte graphique. Les achats avaient tout de suite la main sur leurs produits, la standardisation, des reportings et la gestion des fournisseurs. Donc quand on arrive à faire plaisir, entre guillemets, à la fois aux marketeurs et à la fois aux achats, tout de suite, on est un peu plus écouté. Donc, fort de cette démarche, nos outils ont évolué, ont été complétés au fil de l'eau pour qu'on puisse les étendre assez rapidement, parce qu'aujourd'hui tout le monde est pressé, pour les déployer auprès des annonceurs. Voilà, ça c'est le fonctionnement actuel. Au niveau des chefs de fabrication, effectivement, des outils standards, des outils web ne vont pas remplacer le savoir-faire des chefs de fabrication. Par contre, si on fait les 80-20, 80% de produits standards, il va rester 20% de produits sur mesure, de produits à forte valeur ajoutée, où il va falloir travailler avec une agence, avec des savoir-faire, avec des finitions spécifiques, des données, je dirais, de fabrication, avec des papiers de création, des vernis sélectifs. On voit l'arrivée même en numérique, comme Scodix qui est derrière moi, avec des avancées technologiques très intéressantes. Maintenant, ça passe par la mise au point de savoir-faire. Et là, deux techniciens vont pouvoir se mettre d'accord à la fois chez le client et à la fois avec le chef de fabrication au sein de l'imprimeur. Donc, on va dire qu'on utilise le savoir-faire de chacun par rapport aux produits que l'on souhaite mettre en place et aux produits à réaliser. Et vous êtes l'imprimerie Dridé, PDG de l'imprimerie Dridé, donc une imprimerie industrielle qui, nous l'avons vu tout à l'heure, est aussi l'imprimeur du magasin du print. Oui. Donc c'est cette forte expérience d'imprimeur industriel qui fait que vous avez comme vocation d'automatiser vos échanges, la production, mais également d'automatiser les échanges avec les clients via des portails web développés spécifiquement pour chaque client. Tout à fait, parce qu'on a bien vu tout à l'heure que le web to print, c'est bien, mais ça reste un client anonyme. Et on pense aujourd'hui que les donneurs d'ordre aussi ont des effectifs qui se réduisent. Donc il faut leur apporter des solutions pour fluidifier leurs achats et essayer aussi, et voilà, les simplifier, de les mutualiser et de les optimiser. Et aujourd'hui, les technologies à la fois offset et numériques permettent la mise en place de ces solutions pour que, je dirais, les compétences, encore une fois, de chacun soient utilisées. Et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus, tout le monde en parle. Nous, voilà, moi, j'ai pas honte de dire que notre premier système datait du Minitel. Et ça montre que c'est quelque chose qui prend de la maturité, mais ça met du temps. Donc voilà, nous, ça fait 6-7 ans qu'on est sur le web. De cette façon-là, c'est discret, mais c'est toujours en relation avec nos clients qui sont des vrais partenaires. J'avais, avant de vous redonner la parole avec une autre question à vous poser, j'avais une étude de Forrester, qui est un institut de recherche américain, qui dit le B2C, donc la vente au client final est peut-être plus tendance et plus branchée que le B2B, mais c'est le B2B aux États-Unis qui présente le plus gros potentiel, et en fait il n'est utilisé qu'à 25%, chez 25% des clients grosso modo, où le potentiel, estime Forrester, utilisé n'est que de 25%. Donc ils prétendent que c'est ici qu'il y a le plus grosse demande, et que moi je prétends aussi que l'imprimerie est plutôt en retard par rapport à d'autres métiers où l'approvisionnement se fait par le web depuis belle lurette. Est-ce que vous confirmez ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le B2B représente le plus gros potentiel. Alors il n'est pas encore complètement et pleinement exploité parce que c'est des décisions qui sont longues. On a vu, j'ai parlé de service marketing, service achat, déjà rien que pour les faire parler ensemble. Vous y arrivez ? C'est pas toujours facile. On parlait de CRM tout à l'heure, c'est encore un autre volet des relations au sein des grands groupes. Mais effectivement, ça représente le plus gros volume aujourd'hui, ou tout du moins le plus gros potentiel. Et nous, on s'attelle à rester dans cette stratégie de fidélité client, de partenariat. On a toujours été proche de nos clients, donc on conserve cette stratégie qui, on espère, permettra de développer le web to print, mais en B2B. Avec une grande réactivité, j'imagine que les demandes de devis se traitent beaucoup plus rapidement. Vous aussi, vous gagnez en ressources humaines, vous gagnez également de la réactivité, j'imagine, et du temps. Vous pouvez consacrer vos... Tout le monde y gagne.
Je dirais aujourd'hui, c'est les solutions qui sont mises en place aussi au sein du client qui leur font gagner de l'argent. Ce n'est pas que la notion d'achat, d'acheter un papier 3 € moins cher. C'est aussi les solutions qu'ils utilisent en interne qui leur permettent de mieux communiquer. On est très souvent greffé sur leurs intranets. On fait partie des fournisseurs plugués sur l'intranet. Vous confirmez, Yvan, pour Comelink, c'est la même chose. C'est une très forte intégration entre les systèmes d'information, c'est cela? Et oui, donc c'est s'intégrer fortement au système d'information du client. On le disait tout à l'heure, nos interlocuteurs, c'était les marketeurs, et de plus en plus, c'est aussi les DSI. Vous confirmez, Gilles? Oui, exactement. Et bon, on ne travaille pas ensemble encore chez des clients communs, mais on travaille avec d'autres SS2I avec une intégration de nos prestations au sein de SS2I. Donc, est-ce qu'on peut dire ici, est-ce que vous confirmez que le web, plus que jamais, et l'informatique, plus que jamais, a sa place et prendra une place prépondérante dans les industries graphiques et dans l'imprimerie? Pour vous, est-ce que c'est... Si je dis le contraire, ils vont tous me sauter dessus, mais non, c'est la réalité. C'est pour nous un sourcing indispensable, un savoir-faire indispensable. Un budget important également, c'est un budget très important et par contre, c'est de nouvelles fonctions qu'on intègre au sein d'une imprimerie et c'est aussi les mentalités à faire changer, à faire évoluer, même en interne au sein d'une imprimerie. C'est partager des plannings, c'est faire des concessions, mettre en place une organisation différente, mais c'est indispensable. Indispensable à l'avenir, pour rester. Et vous avez des annonces à faire sur des projets de développement ou d'offres ou non? Non, aujourd'hui, nos offres sont plutôt customisées, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est pas un grand fourre-tout, c'est vraiment une mise au point et un audit avec le client et une prise de conscience des besoins clients. Merci Gilles pour ce témoignage sur le B2B en Web2Print. Merci Nicolas pour l'exemple du B2C avec le magasin du print. Merci Raphaël avec la plateforme pour l'hyper-personnalisation du print. Et merci Yvan pour cette présentation de Comelink. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de votre attention et rendez-vous sur le prochain plateau TV. Merci et merci à l'assistance.